Pourquoi certaines questions nous mettent-elles encore mal à l'aise, même après 50 ans? Il y a des sujets que beaucoup évitent, non pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais parce qu'ils semblent inappropriés, surtout lorsqu'on atteint une certaine maturité. Et pourtant, ce sont souvent ces mêmes sujets qui méritent d'être abordés avec clarté, respect et honnêteté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que beaucoup de femmes de plus de 50 ans ont évoqué entre elles, en privé, avec curiosité ou parfois avec doute. Et si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous aussi, vous vous posez des questions et que vous avez envie d'en savoir plus sans être jugé. Il est temps de normaliser ces discussions. Avoir des interrogations sur le corps, sur les pratiques, sur les effets que certaines choses peuvent avoir sur notre santé ou notre bien-être, c'est une démarche naturelle. Ce n'est ni tabou, ni embarrassant, c'est tout simplement humain. Dans cette vidéo, nous allons explorer une question que beaucoup se posent mais n'osent pas toujours poser à leur médecin ou à leur entourage. Non pas pour choquer, ni pour attirer l'attention, mais pour informer, pour offrir des réponses claires et basées sur la science, et surtout pour ouvrir un espace de dialogue. Car ce qu'on ne dit pas, ce qu'on cache ou ce qu'on évite, finit souvent par créer de la confusion, voire de l'anxiété. Et il est tout à fait normal, à 50 ans ou plus, de continuer à vouloir comprendre ce qui est bon ou non pour notre santé, dans tous les aspects de notre vie, y compris dans ceux qu'on n'aborde pas souvent en public. Ce que nous vous proposons ici, c'est un moment d'écoute, de réflexion et de partage. Un moment sans honte, sans clichés, sans idées préconçues. Car la maturité, c'est aussi ça, savoir poser les bonnes questions, même quand elles surprennent. Et surtout, savoir qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, comprendre et prendre soin de soi. Passé un certain âge, on parle volontiers de bien manger, de faire un peu d'exercice, de surveiller sa tension ou son cholestérol. Mais quand il s'agit de bien-être relationnel, affectif ou intime, le silence s'installe rapidement. Et pourtant, ce silence peut être lourd. Il donne l'impression que certaines dimensions de la vie devraient s'éteindre avec le temps, comme si, à partir de 50 ans, il ne restait plus qu'à se contenter de souvenirs. Rien n'est plus faux. Le bien-être global, celui qui nous permet de nous sentir en équilibre dans notre corps et dans notre tête, ne se limite pas à des bilans médicaux ou à une bonne hygiène de vie. Il comprend aussi le fait de se sentir connecté aux autres, de se sentir désiré, compris, libre dans ses choix, et surtout d'avoir le droit de continuer à explorer ses besoins, ses envies et ses limites, sans jugement. Cela fait partie intégrante de la santé mentale et émotionnelle. Malheureusement, dans beaucoup de cultures, on ne valorise pas suffisamment la vie affective des personnes de plus de 50 ans. Trop souvent, elle est présentée comme secondaire, voire inexistante. Cela peut créer chez certaines femmes un sentiment d'invisibilité, comme si elles n'avaient plus le droit de ressentir, d'exprimer ou même de questionner certains aspects de leur vie personnelle. Ce manque de reconnaissance peut peser lourd sur l'estime de soi et sur le rapport au corps. C'est pourquoi il est fondamental de remettre ces discussions au centre, avec bienveillance et sérieux. Il ne s'agit pas de suivre des modes ou de se comparer aux plus jeunes, mais de reprendre possession de son espace personnel, de ses choix, et de la manière dont on souhaite vivre cette nouvelle étape de la vie. Car 50 ans, ce n'est pas la fin d'un chapitre, c'est souvent le début d'une phase nouvelle, plus lucide, plus libre, où l'on peut enfin se concentrer sur soi-même, sans les pressions d'avant. Ouvrir cette porte, c'est donner la possibilité à chacun et chacune de se sentir pleinement vivant, utile et entendu. C'est aussi créer un environnement où l'on peut parler de tout, calmement, sans peur d'être mal compris. Voilà pourquoi ces sujets méritent leur place, sans honte et sans détour. Il y a quelques années à peine, certaines conversations étaient réservées aux cabinets médicaux, aux confessions entre amis proches ou simplement gardées pour soi. Aujourd'hui, les choses changent et ce n'est pas un hasard. Grâce à l'évolution des mentalités et à l'impact des réseaux sociaux, de plus en plus de femmes, notamment après 50 ans, trouvent le courage et la liberté de parler de leur expérience, de poser des questions et de partager leurs doutes ou leurs découvertes. Ce mouvement n'a rien de superficiel. Il marque une transformation profonde dans notre manière de considérer la maturité. Les réseaux sociaux, les forums, les vidéos éducatives sur Internet ont ouvert des espaces de parole où chacun peut s'informer et s'exprimer sans se sentir isolé. Ces plateformes donnent une voix à des générations souvent mises de côté dans les discours publics. On y trouve des femmes qui racontent leur vécu avec sincérité, sans chercher à plaire ni à provoquer, mais simplement pour dire « Moi aussi, je me pose des questions. Moi aussi, j'ai envie de comprendre. » Et cette honnêteté crée un effet boule de neige, encourageant d'autres à sortir du silence. Mais cette ouverture n'aurait pas été possible sans un changement plus large dans notre société. On valorise de plus en plus l'authenticité, l'écoute et la diversité des parcours de vie. La maturité n'est plus perçue comme un déclin,
mais comme un moment de vérité, de retour à soi, où l'on peut enfin prendre le temps d'explorer des sujets souvent mis de côté pendant des années. Ce n'est donc pas étonnant que certaines questions trouvent enfin leur place dans le débat public. Parler de ces choses, aujourd'hui, ce n'est pas un effet de mode. C'est une nécessité. Car l'absence d'information, ou pire, la désinformation, peut nuire au bien-être et à la confiance en soi. Quand on accède à des contenus clairs, nuancés, accessibles, on se sent moins seul, on peut faire des choix plus éclairés, et on apprend à mieux se connaître. C'est dans cette logique que s'inscrit cette vidéo, offrir un espace sûr, informatif et respectueux, pour que chacun puisse avancer avec des repères solides, loin des idées reçues, et surtout avec la certitude qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre et se questionner. Quand on aborde une question liée au corps humain, il est essentiel de comprendre ce dont on parle réellement, sur le plan scientifique. Beaucoup d'idées circulent, parfois exagérées ou complètement fausses, simplement parce qu'on ne prend pas toujours le temps d'expliquer les choses avec clarté. Dans ce contexte, il peut être utile de connaître la composition du liquide séminal, non pas par curiosité gratuite, mais pour mieux comprendre son rôle, son fonctionnement, et ses interactions potentielles avec notre organisme. Le liquide séminal est une substance biologique produite naturellement par l'organisme masculin. Il est composé en grande majorité d'eau, mais contient aussi d'autres éléments que l'on retrouve dans de nombreuses autres sécrétions corporelles. Parmi eux, on peut citer des protéines, des sucres naturels comme le fructose, des minéraux tels que le zinc, le calcium et le magnésium, ainsi que des vitamines du groupe B. À cela s'ajoutent des enzymes et des acides aminés qui ont pour fonction principale de favoriser la mobilité et la protection des cellules reproductrices. Ces composants ne sont pas mystérieux ni dangereux en soi. Beaucoup d'entre eux sont également présents dans des aliments ou dans des liquides biologiques comme la salive ou le plasma sanguin. Le rôle principal de cette substance est lié à la reproduction, mais cela ne signifie pas qu'elle a un effet particulier ou automatique sur l'organisme féminin, surtout si elle est ingérée. En réalité, tout dépend de nombreux facteurs, notamment de l'état de santé général des deux partenaires et de l'absence de toute infection. Ce qui est important à souligner, c'est que la présence de protéines ou de minéraux ne suffit pas à rendre une substance bénéfique ou nuisible par défaut. C'est la quantité, la fréquence, et surtout le contexte qui compte. Par exemple, la vitamine C est excellente pour l'organisme, mais en excès, elle peut provoquer des troubles digestifs. De la même manière, il serait exagéré de penser que les éléments présents dans le liquide séminal puissent avoir, à eux seuls, des effets miraculeux ou nocifs sur la santé. L'objectif ici est simplement de fournir des repères clairs, basés sur des faits. Quand on comprend ce qu'il y a derrière un sujet, il devient plus facile de poser des choix libres, informés, et adaptés à ses propres valeurs et à sa santé. Lorsqu'on se pose une question en lien avec la santé, il est toujours important de se demander non seulement ce que l'on gagne, mais aussi quels sont les éventuels risques. Et cela vaut aussi pour les sujets que l'on n'ose pas toujours aborder ouvertement. Il ne s'agit pas ici de juger, mais simplement d'analyser les faits de manière posée, pour que chacun puisse prendre des décisions éclairées et adaptées à sa situation personnelle. Le premier élément à considérer est l'origine biologique du liquide séminal. Comme toute substance organique produite par le corps, il peut, dans certains cas, contenir des agents pathogènes. Cela ne signifie pas qu'il est systématiquement dangereux, mais que certaines précautions sont nécessaires, notamment en ce qui concerne la transmission de certaines infections. C'est pourquoi, même au sein d'une relation de confiance, il est conseillé d'avoir une bonne communication et un suivi médical régulier, surtout si l'on change de partenaire ou si l'on a un doute quelconque. Au-delà de cet aspect, certaines personnes peuvent également présenter des sensibilités particulières ou des réactions allergiques. Bien que cela reste rare, des cas d'intolérance ou de réaction inflammatoire ont été observés, notamment en présence de troubles immunitaires ou d'un terrain allergique déjà connu. Il ne faut pas dramatiser, mais il est bon d'en être conscient et de ne pas ignorer les signaux du corps si quelque chose semble inhabituel. Il est aussi utile de rappeler que chaque organisme réagit différemment. Ce qui est parfaitement toléré par une personne peut ne pas l'être par une autre. Ainsi, il ne faut jamais se sentir obligé d'adopter une pratique simplement parce qu'elle est perçue comme normale ou courante. Le bien-être passe par l'écoute de soi et le respect de ses propres limites. Enfin, dans un cadre plus large, il est essentiel de comprendre que le simple fait d'avoir accès à l'information permet d'éviter bien des inquiétudes inutiles. Lorsque l'on sait ce qui peut présenter un risque, on est mieux préparé à faire les bons choix, à poser les bonnes questions à son médecin, et surtout à se sentir en confiance avec soi-même. En résumé, il ne s'agit pas de dire que c'est dangereux ou sans risque, mais de reconnaître que, comme pour tout, la prudence, l'information et le dialogue sont les meilleurs alliés d'une vie saine et équilibrée.
Lorsqu'on cherche à comprendre si une pratique est bénéfique pour la santé, il est naturel de vouloir se référer à des données scientifiques. Dans le cas du liquide séminal, certaines études ont tenté d'analyser ses effets potentiels sur l'organisme, notamment en raison de sa composition riche en enzymes, minéraux et autres substances biologiques. Cependant, il est important de prendre du recul et d'interpréter ces informations avec esprit critique. Certaines recherches ont évoqué la présence de composants antioxydants ou de vitamines dans le liquide séminal, qui pourraient, en théorie, avoir des effets positifs. Par exemple, on y trouve du zinc, du potassium, et de petites quantités de certaines protéines. Mais ces éléments sont également présents dans une alimentation équilibrée, et leur absorption à travers d'autres sources est largement suffisante pour couvrir les besoins du corps. Autrement dit, il ne faut pas surestimer l'impact potentiel d'une pratique isolée sur la santé générale. D'autres études ont exploré des liens entre certaines expériences intimes et la réduction du stress ou l'amélioration de l'humeur, notamment en raison des hormones impliquées dans le lien affectif ou le contact humain. Cependant, il est très difficile de prouver un lien direct entre une action spécifique et un bénéfice durable sur la santé, car de nombreux facteurs psychologiques, émotionnels et relationnels entrent en jeu. Les conclusions de ces recherches doivent donc être lues avec prudence, sans en tirer de généralité. Il convient aussi de souligner que les bénéfices évoqués dans certains articles ou témoignages sont souvent anecdotiques, c'est-à-dire basés sur des ressentis personnels, et non sur des preuves cliniques solides. Cela ne veut pas dire que ces expériences ne sont pas valides, mais elles ne doivent pas être interprétées comme des recommandations universelles. Ce qui compte avant tout, c'est d'avoir une approche équilibrée et personnalisée. Chacun a le droit de se poser des questions et de chercher à comprendre ce qui peut contribuer à son bien-être. Mais cette recherche doit toujours se faire dans un cadre respectueux, informé, et sans pression extérieure. En résumé, même si certains composants présents dans le liquide séminal ont des propriétés intéressantes sur le plan biologique, cela ne suffit pas à affirmer qu'ils apportent un véritable bénéfice à l'organisme dans ce contexte. La meilleure démarche reste de s'informer, de dialoguer avec des professionnels de santé et d'écouter son propre ressenti. Dans toute relation, qu'elle soit récente ou de longue date, la communication joue un rôle central. Lorsqu'il s'agit de sujets sensibles ou peu abordés, elle devient même indispensable. Beaucoup de malentendus, de tensions ou de malaises viennent souvent du fait que certaines choses ne sont tout simplement pas dites. Par peur de blesser, de paraître étrange, ou parce qu'on pense que ce n'est pas le moment d'en parler. Pourtant, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour parler de ce qui nous tient à cœur, surtout quand il s'agit de bien-être personnel et de respect mutuel. Aborder une question délicate avec son ou sa partenaire ne signifie pas imposer un point de vue, mais ouvrir un espace de confiance. C'est dire, voici ce que je ressens, voici ce que je me demande, et écouter, en retour, ce que l'autre a partagé. Dans un couple, chacun évolue, change, apprend à mieux se connaître. Et il est tout à fait naturel que certains sujets, parfois mis de côté pendant des années, réapparaissent à un moment donné. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à mieux se parler. Pour que ce dialogue soit constructif, il faut pouvoir se sentir en sécurité émotionnelle. Cela signifie se sentir écouté sans être jugé, pouvoir exprimer ses doutes ou ses limites sans crainte de réactions négatives. Cela demande du courage, mais aussi de la bienveillance. Le but n'est jamais de convaincre à tout prix, mais de comprendre les besoins et les ressentis de l'autre, tout en affirmant les siens. Dans certaines relations, ces conversations n'ont jamais vraiment eu lieu. Peut-être parce qu'on pensait que tout allait de soi, ou parce qu'on n'osait pas aborder certains sujets. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Même après 50 ans, il est possible de poser de nouvelles bases, d'apprendre à se redécouvrir, et de renforcer la complicité par le dialogue. En fin de compte, parler ouvertement, c'est un acte de respect. C'est reconnaître que l'autre mérite notre sincérité, et que nous méritons la sienne. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est souvent libérateur. Et c'est surtout un des meilleurs moyens de préserver l'équilibre, la sérénité et l'harmonie dans une relation à long terme. Depuis quelque temps, de plus en plus de femmes de 50 ans et plus prennent la parole, que ce soit dans des groupes de discussion, sur des blogs personnels ou à travers des vidéos éducatives. Elles partagent leurs expériences, leurs réflexions, parfois leurs doutes, et souvent leur envie de mieux comprendre ce qui se passe dans cette nouvelle phase de leur vie. Leurs témoignages sont précieux, car ils permettent de briser l'isolement et de montrer que beaucoup se posent les mêmes questions, parfois en silence. Ce qui ressort de ces échanges, c'est une grande diversité de points de vue. Certaines femmes racontent qu'elles n'avaient jamais abordé certains sujets auparavant, par pudeur, par éducation ou simplement parce qu'elles pensaient que ce n'était pas important.
D'autres expliquent qu'avec l'âge, elles se sentent plus libres, plus en confiance avec elles-mêmes, et donc plus à l'aise pour s'interroger, poser des questions, et même remettre en question certaines idées reçues. Pour beaucoup, il ne s'agit pas de suivre une mode ou de copier ce qu'on voit ailleurs, mais de faire la paix avec soi-même, avec son corps, et avec ses besoins. Plusieurs femmes témoignent aussi d'un changement dans leur manière d'envisager la relation avec leur partenaire. Ce qui comptait autrefois n'est plus forcément la priorité aujourd'hui. Le respect, la complicité, la communication prennent une place centrale. Et dans ce cadre, certaines pratiques peuvent être vues d'un œil nouveau, non pas comme des obligations, mais comme des choix, parfois accompagnés de curiosité, parfois de prudence, toujours dans le respect mutuel. Il y a aussi celles qui disent clairement « Je ne sais pas quoi en penser, mais j'aimerais comprendre ». Ce type de réflexion est souvent le point de départ d'un parcours personnel, où l'information devient un outil pour avancer avec plus de sérénité. Ce qu'on comprend en écoutant ces voix, c'est qu'il n'existe pas une seule vérité, ni une seule bonne manière de vivre cette étape de la vie. Il existe surtout un besoin d'être entendu, d'échanger sans peur d'être jugé, et de pouvoir dire « Moi aussi, j'ai le droit de réfléchir à ces sujets ». Ces paroles réelles, venues de femmes de tous horizons, nous rappellent que la maturité, c'est aussi l'envie de continuer à apprendre, à partager, et à se sentir pleinement actrice de sa propre vie. Depuis des générations, de nombreux sujets liés au corps, aux émotions et à l'intimité ont été entourés de silence. Ce silence n'est pas toujours volontaire. Il vient souvent de l'éducation reçue, des normes sociales, ou encore des traditions familiales. Dans certaines cultures, certaines choses ne se disent pas, ou alors uniquement dans des contextes très précis. Résultat, beaucoup de personnes, en particulier des femmes, ont grandi sans repère clair, avec l'idée que certaines questions ne devraient tout simplement pas être posées. Ce poids culturel a des conséquences bien réelles. Il peut provoquer un sentiment de gêne, voire de honte, dès qu'on souhaite aborder certains thèmes. Et même à l'âge adulte, certaines personnes n'osent toujours pas parler ouvertement de ce qu'elles ressentent ou de ce qu'elles aimeraient comprendre. Pourtant, ces sujets font partie de la vie, au même titre que la santé, les émotions ou les relations humaines. L'influence de ces tabous est également visible dans les médias. Pendant longtemps, les récits valorisaient une image très limitée du bien-être, souvent centrée sur la jeunesse, la performance ou l'apparence. Les besoins des personnes de plus de 50 ans étaient rarement mentionnés, comme s'ils avaient perdu leur droit à l'expression ou à l'évolution personnelle. Heureusement, cette tendance commence à changer, grâce à des voix qui osent s'exprimer et à des espaces de parole plus inclusifs. Il est essentiel de comprendre que remettre en question certains tabous ne veut pas dire tout bouleverser. Cela signifie simplement ouvrir la possibilité de parler librement, de s'informer et de choisir, sans subir la pression des attentes sociales ou des jugements extérieurs. Cela peut aussi permettre de renouer avec une image de soi plus bienveillante, où l'on se sent autorisé à évoluer, même après des années passées à faire, comme tout le monde. Briser le silence ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande du temps, du respect et de la patience. Mais c'est aussi un geste de courage, qui inspire les autres à faire de même. En donnant la parole à celles et ceux qui n'ont pas toujours été écoutés, on crée un climat plus sain, plus humain, où chacun peut avancer à son rythme, sans masque et sans crainte. Parce qu'au fond, la liberté de penser, de parler et d'apprendre n'a pas d'âge. Avec le temps, le corps change, et c'est une réalité que chacun et chacune vit à sa manière. Après 50 ans, ces transformations peuvent être plus visibles ou plus marquées, qu'il s'agisse de la peau, de l'énergie, ou encore de certaines fonctions biologiques. Pourtant, ces évolutions naturelles ne devraient jamais être perçues comme une perte de valeur ou une source de gêne. Au contraire, elles peuvent devenir l'occasion de mieux se connaître et d'apprendre à s'écouter différemment. L'un des plus grands défis de cette étape de la vie, c'est souvent d'accepter que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus forcément de la même manière. Cela ne veut pas dire que quelque chose ne va pas. Cela signifie simplement que le corps demande une nouvelle forme d'attention. Et cette attention passe par l'observation, par le respect de ses besoins, et par l'adaptation. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme de maturité. Beaucoup de femmes racontent qu'après 50 ans, elles découvrent une autre relation à leur propre corps. Moins dictée par les attentes extérieures, plus libre, plus connectée à ce qu'elles ressentent vraiment. Cette évolution peut être très positive, mais elle demande aussi du courage, car elle oblige parfois à remettre en question des habitudes anciennes ou des schémas appris depuis longtemps. Accepter ces changements, c'est aussi accepter de ralentir, de prendre son temps, et de ne plus se comparer. Ce qui compte, ce n'est pas de faire comme avant, mais de trouver ce qui convient ici et maintenant. Dans certains cas, cela peut passer par une meilleure hygiène de vie,
un suivi médical adapté ou tout simplement par des discussions sincères avec des personnes de confiance. Il est également important de rappeler que chaque corps est unique. Ce qui change chez l'une ne change pas forcément chez l'autre. Il n'y a donc pas de normes à atteindre, ni de performance à réaliser. Il y a juste un équilibre personnel à retrouver, en accord avec sa santé, ses émotions et ses envies. Parler de ces transformations avec bienveillance permet non seulement de mieux les vivre, mais aussi d'en faire une force. C'est une manière de reprendre la main sur son parcours, sans honte ni pression, en affirmant que la connaissance de soi n'a pas de date d'expiration. Il est très fréquent, même à l'âge adulte, d'hésiter à aborder certains sujets avec son médecin. Par peur d'être jugé, par gêne, ou simplement parce qu'on pense que ce n'est pas important, beaucoup de personnes laissent de côté des questions qui les préoccupent pourtant au quotidien. Pourtant, les professionnels de santé sont formés pour écouter sans porter de jugement, et surtout pour aider à mieux comprendre le fonctionnement du corps et de l'esprit, à chaque étape de la vie. Aborder une question délicate lors d'une consultation peut sembler difficile au début, mais c'est souvent un grand soulagement une fois que c'est fait. Le secret, c'est de se rappeler que tout ce qui concerne la santé mérite d'être discuté. Il n'y a pas de sujet trop gênant, ni de questions inutiles. Si quelque chose vous préoccupe, cela mérite d'être dit, tout simplement. Vous avez le droit de poser des questions, même si elles vous semblent inhabituelles ou personnelles. Il peut être utile de préparer à l'avance ce que vous souhaitez dire. Parfois, écrire quelques mots ou une phrase peut aider à se lancer plus facilement. Vous pouvez aussi expliquer directement à votre médecin que vous avez un sujet sensible à aborder. Les bons professionnels sauront vous mettre à l'aise, respecter votre rythme et répondre avec clarté. Et si ce n'est pas le cas, il est aussi possible de chercher un médecin avec qui vous vous sentez plus en confiance. Ce type de dialogue peut également permettre d'écarter de fausses croyances. En discutant ouvertement, vous pourrez obtenir des informations fiables, adaptées à votre situation, et éviter de vous fier à des sources incertaines ou à des avis trouvés sur Internet. Parfois, une simple explication peut suffire à apaiser un doute ou à prendre une décision en toute sérénité. Il est aussi important de rappeler que la santé ne concerne pas uniquement les maladies visibles. Le bien-être global, le confort, la qualité de vie font partie intégrante de ce que la médecine moderne prend en compte. Votre vécu, vos ressentis, vos interrogations sont donc légitimes, et ils ont toute leur place dans une conversation médicale. En parlant avec un professionnel, vous vous donnez les moyens de mieux comprendre votre corps, de prendre soin de vous avec lucidité, et surtout de ne pas rester seul avec vos questions. Arrivé à ce point du parcours, une chose devient claire. S'autoriser à poser des questions, à s'informer et à parler sans gêne, c'est déjà un pas vers un mieux-être. Ce n'est pas toujours facile, surtout quand on a grandi dans un environnement où certains sujets étaient évités ou considérés comme inappropriés. Mais aujourd'hui, il est temps de changer cette perspective et de reconnaître que chaque étape de la vie mérite d'être vécue avec curiosité, lucidité et confiance. Briser les tabous ne veut pas dire choquer ou provoquer. Cela signifie simplement redonner sa juste place à des discussions essentielles, qui touchent au corps, à l'identité, au choix personnel et à la santé globale. Cela veut dire, aussi, créer un espace où l'on peut dire « je ne sais pas, j'aimerais comprendre » ou encore « je veux me sentir libre de réfléchir à ce que je vis ». Ce type de démarche n'a rien d'insignifiant. C'est un acte de respect envers soi-même. À partir de 50 ans, la vie ne s'arrête pas. Au contraire, elle peut offrir une nouvelle forme de liberté. Libérés des injonctions de la jeunesse ou des attentes imposées par la société, beaucoup redécouvrent le plaisir de penser par eux-mêmes, d'écouter leurs besoins réels et de construire une relation plus apaisée avec leur corps. C'est une période qui peut être riche, pleine de sens, à condition d'oser se poser les bonnes questions. Ce que vous avez écouté jusqu'ici n'est pas une série de règles à suivre, mais une invitation à réfléchir, à vous informer, et à vous faire confiance. Ce que vous choisissez de faire ou de ne pas faire vous appartient entièrement. Ce qui compte, c'est que vous ayez les outils nécessaires pour décider en conscience, sans peur et sans pression. Enfin, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. De plus en plus de personnes s'expriment, partagent leurs expériences et contribuent à créer une culture du dialogue, où l'on peut parler de tout avec respect. Ce mouvement est précieux, et vous en faites partie simplement en écoutant, en apprenant, en vous posant des questions. Parce qu'au fond, parler ouvertement, c'est aussi se libérer. Et vivre pleinement, cela commence souvent par un mot, une question, un échange.